Okay, I'm going to get started. Bien, alors je vais démarrer. All got a lot out of that first section. Um, On a beaucoup apprécié la About première financial structure. réunion sur les We can do that. mécanismes financiers, comment les Now we're going to look at a slightly different améliorer. angle. Et on va regarder les choses Closing maintenant this gap on what it d'une costs façon différente financially for the pour minority en mothers. finir avec les insuffisances de traitement, And look a bit more euh, into the pour position differently. justement Look at innovative, cost-effective approaches essayer de to trouver des trying to approches accelerate innovantes et implementation efficientes of treatment pour for acute malnutrition. augmenter le nombre d'enfants traités. So welcome to this session. Euh, Thank you for alors, being merci à present, and we tous couldn't have more. euh, We're de going to votre look at présence, de seeing vos how the current contributions lors de la situation. session précédente. First of all, I want to thank Je Eleanor voudrais for supporting it. remercier la Fondation Thank you Eleanor Crook, to pour son soutien. Et coordinate bonjour à tous ceux d'entre vous qui sont également en ligne et pour lesquels l'horaire est peut-être un petit peu tardif déjà. Hello, good afternoon. Et on va laisser les orateurs se présenter. Bonjour, je m'appelle Mesfin Teklou Tessema et je suis directeur de la Health Unit de l'International Rescue Committee. Merci aux organisateurs de leur invitation à partager avec vous quelques remarques avant de passer à la table ronde. Comme Anne Walsh vous le disait, il s'agit, lors de cette session, d'identifier des approches innovantes et efficientes pour soigner plus d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Lors de la première session, nous avons eu une discussion très animée sur la prévention versus le traitement. Et pourtant, ce ne devrait pas être prévention ou traitement. Non, il faut poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que cet après-midi, on va s'intéresser à la simplification de la montée en puissance des traitements, car on a des enfants qui sont très nombreux, 45 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Euh, Lors de la première table ronde, on nous a parlé des ATPE, des RUTF en anglais. C'est ce qui est le plus efficace pour le traitement dans les familles, dans la communauté. Mais comment élargir la couverture pour atteindre autant d'enfants que possible? Parce que la couverture est assez faible et beaucoup d'organisations connaissent bien leur couverture de leur programme et qui mettent en place la CEMAM. Par exemple, ça peut être 30% dans leur pays, 30% des enfants. Alors, c'est vrai qu'on a progressé, et en particulier au cours des dernières années, il y a eu de nouvelles ressources pour augmenter le nombre d'enfants traités. On en est très reconnaissant, évidemment, mais malheureusement, on n'arrive pas à atteindre tous les enfants qui en ont besoin de ce traitement, si bien que la question à se poser, c'est celle-ci: comment s'assurer que les ressources existantes puissent arriver vers les enfants qui en ont besoin? Il y a des preuves de solutions innovantes, efficientes pour étendre la couverture de ce traitement. Donc, en dépit de la gestion de la malnutrition aiguë communautaire ou la CEMAM, on sait que on dépend quand même du système de santé, car il y a besoin d'un suivi du traitement, et donc les agents de santé communautaires sont essentiels pour identifier les enfants souffrant de malnutrition aiguë. Donc, on n'a pas des programmes qui atteignent tous les enfants. La question, c'est de savoir si on continue à faire ce qu'on a toujours fait ou si on essaye d'explorer de nouvelles solutions pour atteindre le nombre maximum d'enfants qui ont besoin de traitement. Alors, on nous a parlé de certaines études aujourd'hui sur les solutions de montée en
d'élargissement de la couverture et ma collègue Laetitia en parlera. Et on a donc aussi le travail de la LIMA pour optimiser l'approche de la malnutrition. Donc, ce sont autant d'approches qui nous permettent de mieux travailler. On va aussi entendre le retour du Mali, du Kenya. Et au cours de cette discussion, nous voudrions partager des enseignements clés sortis de ces recherches, de ces études, ainsi que de l'expérience des pays et essayer de transposer ça dans notre programme. C'est important pour cette initiative N4G. Et voilà, je suis impatient de vous entendre débattre et je reviendrai pour quelques remarques de conclusion. Nous avons donc trois membres de cette table ronde présents et quelqu'un qui est en ligne. Je voudrais vous présenter le docteur Rodrigue Alitanou, qui est directeur des opérations pour Alima, qui s'est déjà exprimé lors de la session précédente. Laetitia Christiens, qui est la référente technique nutrition pour l'IRC et plus particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest. On a également une docteure qui est directeur de l'hôpital à Dakar en ligne. Nous avons aussi quelqu'un qui est en Sénégal, Véronica Kirogo, et qui est dans l'avion. Et elle est directrice de la nutrition et la diététique pour le ministère de la Santé du gouvernement kényan. Alors, Rodrigue, vous nous avez déjà fait une petite présentation, mais pourriez-vous nous parler du protocole simplifié, des protocoles simplifiés et quelles ont été vos avancées? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je pense qu'on a brièvement parlé des approches simplifiées dans le premier panel. D'entrée, permettez-moi de dire, parce que je suis praticien, je viens du terrain, nous sommes de plus en plus dans des situations, dans des contextes où on assiste à une augmentation continue des prévalences de la malnutrition chronique, prévalence de la malnutrition aiguë sévère, prévalence de la malnutrition aiguë d'une manière générale. Et les contextes dans lesquels nous intervenons aujourd'hui, en tout cas pour nous, pour Alima, sont des contextes d'urgence, des contextes alimentés par des problématiques, je dirais, diverses, les conflits, changements climatiques, situations d'urgence qui viennent nous rattraper ou dans lesquelles nous allons pour aller sauver des vies humaines. Alors, à partir de là, on doit forcément et inévitablement se poser la question sur comment soigner efficacement les enfants. Puisque quand nous travaillons, nous essayons de voir si nous arrivons vraiment à soigner des patients et qu'est-ce qui fait défaut. Et c'est sur base de cette question que depuis maintenant 10 ans, on s'est posé et on s'est dit qu'il faut trouver une autre manière, en tout cas, de soigner les enfants. En un mot, d'accroître l'efficience de notre programme. Et accroître l'efficience du programme, c'est effectivement arriver à atteindre plus d'enfants, diminuer l'incidence, donc les cas qui deviennent des malnutries aiguës sévères, mais aussi augmenter la couverture de nos programmes. Et c'est sur cette base-là que l'approche simplifiée
Optima a été mise en œuvre par Alima. Alors, Optima, c'est quoi? Optima, c'est une approche simplifiée, je dirais même une combinaison d'approches simplifiées qui a pour seul et unique objectif d'accroître, comme je le disais tantôt, l'efficience des programmes. C'est sur 3 axes. D'abord, le premier, arriver à mettre les communautés, les familles au cœur de la surveillance nutritionnelle des enfants, pouvoir les détecter un peu plus tôt et pouvoir les auto-référer, amener les enfants eux-mêmes au centre de santé pour une prise en charge précoce. On parle quand même d'une maladie sévère. La malnutrition, c'est une maladie sévère avec risque de létalité, de mortalité très élevé. Donc, si les familles arrivent à détecter elles-mêmes les enfants, dès qu'ils rentrent dans le processus de la dénutrition et les amènent à l'hôpital, ces enfants-là ont beaucoup de chances pour s'en sortir. Donc, c'est pour ça que le premier axe, nous avons accompagné les communautés, on les a formés, donc les foyers, les familles, les mamans, les papas, les membres des familles, à comprendre comment utiliser le ruban PB, donc le périmètre brachial, pour surveiller en continu l'état nutritionnel de leurs enfants, quand les enfants font des maladies, quand les enfants ont des problèmes de santé quelconques, mais aussi même s'ils n'ont rien, donc de façon continue, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines par endroit, utiliser ce ruban pour voir si l'enfant est toujours en bonne santé ou pas. Donc, on forme les mamans, on forme les communautés à être au cœur de ce dispositif-là. Le deuxième axe consiste à prendre en charge les enfants au niveau du centre de santé avec la mesure du PB inférieure à 125 mm, mais aussi avec la détection donc, des œdèmes, les œdèmes au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau des mains. Donc, dès qu'un enfant a un périmètre brachial inférieur à 125 mm, pour les mamans, pour les familles, c'est de codes couleurs. Donc, on leur apprend en communauté. Donc, quand ils amènent les enfants au centre de santé, on regarde est-ce que le périmètre brachial est inférieur à 125 mm, est-ce que les enfants ont des œdèmes. Donc, on essaye de cross-checker. Et ça permet de lutter contre ce cloisonnement historique. On en a parlé tantôt, où on prend en charge les enfants malnutris aigus sévères à part, les enfants malnutris aigus modérés aussi dans un autre circuit, et un circuit qui ne fonctionne pratiquement peut-être pas, l'autre qui fonctionne, mais qu'on n'arrive pas à couvrir complètement. Donc, à prendre en charge les enfants dans un même circuit, avec un seul aliment thérapeutique, et donc pouvoir les suivre jusqu'à sortie guérie avec guérison, et pouvoir continuer à les suivre dans la communauté. Ceci nous permet d'avoir un impact sur l'incidence d'une manière globale de la malnutrition en communauté, mais d'avoir aussi une couverture assez élevée des enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë. Et le troisième axe, c'est cette réduction voulue, réduction raisonnée des ATPE, du dosage au cours du traitement. Donc l'approche est basée sur le fait que quand l'enfant rentre dans le programme et qu'il est pris en charge, au fur et à mesure qu'il évolue, qu'il guérit, j'allais dire, on diminue progressivement, en tout cas, la ration. Ceci permet de rationaliser, je ne dirais pas économie, ce n'est pas une économie, mais de rationaliser donc les intrants et de pouvoir prendre en charge beaucoup plus d'enfants. On parle aujourd'hui, avec les résultats que nous avons, de prendre 2 à 3 plus d'enfants avec les mêmes quantités d'intrants thérapeutiques. Si je rappelle, dans les communautés, dans les zones où nous travaillons, c'est un enfant malnutri aigu sévère, 4 enfants malnutris aigus modérés. Donc, on prend beaucoup d'enfants en charge, on augmente la couverture et on lutte ainsi contre la mortalité liée à la malnutrition. Donc, c'est en ça que consiste l'approche Optima. Et c'est à l'instar de plusieurs autres programmes simplifiés qui sont mis en œuvre aujourd'hui dans les différents pays. Sorry, just the delay. Thank you, Rodrigue. That was very helpful. Merci, Rodrigue. C'est vraiment très utile d'avoir cette présentation. Je suis sûre qu'on va avoir pas mal de questions sur le périmètre brachial, sur le MUAC. Donc, merci beaucoup pour cette très belle introduction. Et je voudrais maintenant passer la parole à Véronica, qui est au Kenya. Est-ce que c'est possible de passer directement à son intervention?
Bonjour à tous, chers délégués. J'aurais bien voulu être en France, participer à cet événement important. Malheureusement, en raison des circonstances, je n'ai pas pu être là à temps. Et je vous fais donc cette présentation ainsi. Depuis l'avènement des approches simplifiées, le Kenya a fait des progrès notables dans le pilotage et l'adoption de ces approches pour gérer la malnutrition aiguë, et en particulier dans les zones difficiles d'accès ou celles où il y a des situations d'urgence, avec nos partenariats avec l'UNICEF, avec le Programme alimentaire mondial, le PAM, avec l'IRC. On a mis en place des protocoles simplifiés dans des zones arides ou semi-arides. Avec ces approches, on a pu améliorer la couverture du traitement, la continuité des soins, et on a réduit aussi la charge sur le système de santé. On a aussi amélioré la détection précoce de la malnutrition aiguë au niveau communautaire grâce aux agents de santé communautaire, aux éducateurs communautaires. C'est une expérience qui montre que ces approches simplifiées sont efficaces, évolutives et surtout lorsqu'elles s'intègrent dans le système de santé plus largement. Il y a différentes stratégies qu'on pilote, mais par exemple la gestion communautaire de la malnutrition aiguë qu'on appelle CEMAM, ça implique qu'on forme des éducateurs communautaires à la santé pour utiliser des outils simplifiés avec le bracelet, par exemple pour le MUAC, afin d'orienter les enfants vers les centres de santé. On a un projet de ce type dans les comtés de Madeira, entre autres. Second, c'est un produit unique pour le traitement de la malnutrition chez les enfants. C'est basé sur la recommandation de l'OMS concernant l'utilisation des ATPE. Alors, c'est un plan pilote que nous voudrions mettre en œuvre dans les comtés de Wajir, Samburu et West Pokot. La troisième approche dont la famille a besoin, c'est le ruban de mesure du périmètre brachial. Et ça veut dire qu'il faut les former, ces familles, pour surveiller l'état nutritionnel des enfants, afin que ces familles puissent les amener au centre de santé pour confirmer leur état nutritionnel, pour leur prise en charge. Nous pilotons cette approche dans les comtés de Turkana, Isio et Tana River. Enfin, on a le protocole de dosage modifié qui consiste à ajuster le dosage des aliments thérapeutiques en fonction des progrès de déguérison afin d'optimiser les ressources. Ça, c'est ce qu'on pilote dans le comté de West Pokot et aussi dans les camps de réfugiés de Dadaab. À la suite d'un processus consultatif national et aussi de la recommandation de l'OMS, nous sommes maintenant en train de réviser nos lignes directrices sur la gestion de la malnutrition aiguë, justement pour intégrer ces approches simplifiées. On a envisagé l'adoption d'au moins 3 approches, à savoir la CEMAM, l'utilisation du bracelet, du périmètre brachial, du MUAC, et puis aussi l'utilisation d'un produit unique et d'un dosage modifié de la TPE. Alors, ces approches simplifiées, elles sont déjà mises en œuvre dans des sites pilotes dans les comtés de Turkana, Madeira, Isiolo, West Pokot, Tana River et Marsabit, ainsi que dans le camp de réfugiés de Dadaab. Alors, évidemment, on est en train de les finaliser, ces lignes directrices. On va étendre leur mise en œuvre dans un plus grand nombre de comtés, en particulier pour ces comtés où on a beaucoup de masse et où on n'a pas beaucoup de centres de santé. Les acteurs de la nutrition peuvent aider le gouvernement kényan à adopter les approches simplifiées de 4 manières. D'abord, fournir une assistance technique en renforçant les capacités de ces équipes sur le terrain. Deuxième possibilité, ce serait une aide pour la recherche opérationnelle et l'apprentissage afin qu'on puisse documenter, avoir des preuves au niveau du pays pour étayer ces approches simplifiées. Troisième possibilité de contribuer, eh bien, c'est la mobilisation des ressources avec l'investissement pour améliorer des applications simplifiées et aussi favoriser l'intégration des protocoles simplifiés dans le système de santé avec la numérisation de la chaîne d'approvisionnement du système d'information sur la nutrition.
Le message que je voudrais faire passer ici, c'est que ces approches simplifiées ne sont pas seulement des solutions temporaires pour les situations d'urgence. En fait, ce sont des innovations essentielles, efficaces, durables, pour renforcer la résilience et l'équité de nos systèmes de santé. Le Kenya s'est engagé à institutionnaliser ces approches afin de garantir que chaque enfant souffrant de malnutrition aiguë reçoive des soins en temps voulu, accessibles, de qualité, quel que soit l'endroit où il vit. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne réunion. Helpful. And again, it's pilot test. Donc, c'est un test pilote pour les zones les plus vulnérables. On va en parler davantage. Et là, j'aimerais donner la parole à Laetitia Christens de l'IRC. Laetitia, pouvez-vous nous parler du travail de l'IRC pour ce qui est des protocoles simplifiés innovateurs? Pourquoi est-ce que vous le faites? Merci beaucoup pour l'invitation dans ce panel et bon après-midi à tous. Comme on a entendu aujourd'hui, IRC s'est posé la même question. Qu'est-ce qui se passe avec la couverture? La couverture n'attend pas les enfants, tous les enfants que l'on veut soigner. Comme l'a aussi présenté le Dr Rodrigue, actuellement, les protocoles nationaux qui sont les protocoles standards, prennent en charge dans 2 programmes différents, les enfants malnutris sévères et les enfants malnutris modérés, avec deux produits nutritionnels différents. Ça rend le système complexe, surtout en termes de chaîne d'approvisionnement, dans le rapportage, mais aussi dans la continuité des soins, et surtout dans la continuité des soins. Quand il y a des ruptures d'intrants au niveau des communautés, il y a une confusion avec la similarité des produits et empêche les communautés d'accéder au traitement. Donc, sur ce constat, IRC a été novateur dans les approches simplifiées, qui sont en fait des adaptations de ce protocole standard. Donc après, comme les autres acteurs de la nutrition, avoir travaillé sur la prise en charge par la communauté, par des agents de santé communautaires, IRC a travaillé particulièrement sur les adaptations des outils pour les agents de santé communautaires avec des taux d'alphabétisation qui étaient faibles. Et parallèlement, IRC avec ACF a conduit un pilote, un essai randomisé contrôlé, le protocole Compass, qui est un protocole qui donc inclut la prise en charge des modérés et des enfants malnutris modérés et des enfants malnutris sévères dans un même programme avec un même et unique produit. Une réduction, une simplification du dosage et une réduction du dosage basée sur le périmètre brachial et des critères d'admission basés sur le périmètre brachial et les œdèmes nutritionnels. Des autres recherches ont aussi évalué les groupes à risque, d'autres simplifications comme l'espacement de la fréquence des visites. Et voilà, pour l'instant. Les résultats de ce RCT ont montré que le traitement combiné simplifié n'était pas inférieur au protocole standard, et il était même plus coût-efficace, avec jusqu'à 25% de produits des ATPE en moins pour la prise en charge d'un enfant malnutri sévère. Voilà. Ensuite, IRC s'est posé la question de voilà, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Est-ce que c'est faisable d'implémenter ce protocole dans la vie réelle? Donc la faisabilité, l'approvisionnement au niveau des intrants, la charge de travail au niveau des agents de santé et de la communauté. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Thank you, Letitia. And again, you can see more innovation. Et donc là, on voit plus d'innovation avec l'utilisation des MUAC, la fréquence des visites. Parfois, on doit voyager longtemps. Et cette réduction de 25% des ATPF, des ADPE, pardon. Donc, on commence à recueillir des preuves. Est-ce que Aminata est en ligne?
Elle n'est pas encore en ligne, mais pouvez-vous nous parler de votre expérience avec ces protocoles simplifiés pour le traitement de la malnutrition? Oui, bonjour et désolé de ne pouvoir pas être parmi vous. Donc, nous avons plusieurs processus de protocole simplifié, pas la même chose que les autres, mais au Sénégal, nous utilisons le MIAC depuis 2007. Nous faisons le dépistage avec le MIAC au niveau communautaire, avec un dispositif communautaire assez consistant qui nous permet aujourd'hui de couvrir plus de 70% en termes de dépistage périodique, en termes de dépistage actif. Et il y a aussi le dépistage passif au niveau du système de santé, toujours à partir du MIAC. Et par rapport à certaines zones aussi, le dépistage va au-delà du MIAC, mais est fait à partir du poids et de la taille aussi. Maintenant, ce qui nous a permis de faire ça, nous avons eu beaucoup d'expérience par rapport au PB Maman avec aliments, par rapport à la prise en charge au niveau communautaire dans des zones très enclavées, avec un système de suivi plus allégé qui permettait aux acteurs communautaires de pouvoir faire le suivi, mais aussi d'accompagner certaines communautés un peu enclavées à disposer du produit thérapeutique par rapport au non-respect des rendez-vous qui ont été aussi identifiés. L'autre élément maintenant, c'est comment nous avons fait pour que les communautés s'approprient la chose. Nous avons renforcé les capacités des mamans pour qu'ils puissent préparer la farine composée en termes de prise en charge de la maman, cas où l'élément, le plumpy-soup ou d'autres éléments de prise en charge ne seraient pas disponibles pour la maman. Il y a aussi les acteurs communautaires qui sont formés, qui sont outillés. Et là, nous sommes dans un processus même de renforcer les capacités d'alphabétisation, même technique des acteurs communautaires qui ont en charge ces actions-là. L'autre élément, c'est la décentralisation des actions avec une responsabilisation des collectivités territoriales. Parce qu'au Sénégal, nous avons une responsabilité accrue des collectivités territoriales en ce qui concerne la santé, la nutrition et l'éducation et d'autres domaines. Et nous avons voulu qu'ils se sentent responsables du problème de malnutrition dans leur zone. Et sur ce, les acteurs communautaires de chaque commune sont organisés en association. Et on est en train de tester une approche de pay for result. On connaît le nombre d'enfants qui existent dans la zone. Et là, ils dépistent par rapport au nombre d'enfants couverts. Ils sont motivés par rapport à ça. Et la collectivité territoriale est là pour servir d'intermédiaire entre nous et les associations des relais. Et là, ça nous permet de rendre la stratégie plus durable. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que c'est vrai, les aliments thérapeutiques pour la maman, c'est très bien. Mais comme les collègues l'ont dit lors de la première session, il y a beaucoup de problèmes en termes de transport du produit, en termes de rupture de stock. Et là, on est en train de mobiliser les acteurs communautaires et les collectivités territoriales par rapport à la durabilité de la prise en charge des enfants qui souffriraient de malnutrition aiguë. Maintenant, au Sénégal, on investit plus sur la prévention que sur la prise en charge. La prévention commune, au niveau communautaire, nous permet de réduire le nombre de MAM, bien sûr, avec le dépistage précoce, mais également la durabilité des actions. Aujourd'hui, le Sénégal a eu un acquis précieux par rapport à la prise en charge. C'est la première fois au Sénégal que dans le budget du gouvernement, nous avons une ligne qui est dédiée à la prise en charge de la malnutrition. Ça, on ne l'a jamais eu et c'est une avancée très importante. Et du côté aussi du secteur de la santé, pour un continuum de soins entre le système communautaire et le niveau de santé de la santé, il y a maintenant une disposition qui permet d'assurer, comme les collègues l'ont dit, la communication entre le niveau communautaire et le système de santé. Les relais, c'est vrai, sont suivis par les collectivités territoriales, mais techniquement, ils sont supervisés par l'agent de santé. Et on a des aires de responsabilité et l'autorité médicale est au courant de ce que les relais font. Et en cas de besoin, donc pour une première intervention, je pense que je m'en arrête là. Merci. Thank you, Aminata. Allô? That was another angle really useful. You talked about community ownership. Vous avez parlé de la
communauté de la durabilité et la gestion communautaire de la malnutrition. En fait, on n'a pas le côté communautaire des choses et je vous remercie d'en avoir parlé. Et vous avez parlé de la lune budgétaire du gouvernement et merci beaucoup d'en avoir parlé. Cela nous aide énormément. Maintenant, je vais passer au docteur Diarra qui va nous parler de son expérience avec ces protocoles simplifiés grâce à votre travail au Mali. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dr Samou Diarra. Je suis à la base médecin de famille, médecin communautaire. Et j'ai eu la chance d'être le responsable nutrition du district sanitaire de Kaï. Kaï, c'est au Mali. Donc, c'est un cercle d'à peu près 52 aires de santé. Donc, pour tout ce qui concerne la prévention, le traitement de la malnutrition aiguë, donc je coordonne cela de 2016 à 2023. Et le protocole de la version 2017 du protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë du Mali a été révisé en 2022. Et dans cette dernière version, donc, l'approche simplifiée donc, a été intégrée. Non, l'approche a été intégrée sur la base d'études de données factuelles. Donc, l'approche actuellement, à l'heure actuelle, on peut dire que on a donné l'autorisation donc de pouvoir l'implémenter, mais c'est sous certaines conditions. D'abord, normalement, là où l'approche doit être implémentée, il faudrait que ce soit un endroit d'accès difficile, ou que ce soit très éloigné. Ça, c'est un des critères. Secondairement, il faudrait que peut-être ce soit des systèmes de soins qui ne fonctionnent pas ou que ce soit dans les zones de conflit. Donc, voici des critères qui précèdent la mise en œuvre du protocole. Maintenant, pour ce qui est de mon expérience par rapport au contenu, je vais le dire comme ça, parce que le protocole, de façon habituelle, nous faisons comme les autres, c'est-à-dire la mise dans le protocole de prise en charge est faite sur la base soit du périmètre brachial, soit du rapport poids-taille. Donc, c'est ces deux éléments donc, qui permettent d'intégrer quelqu'un. Maintenant, avec le protocole simplifié, c'est le périmètre brachial. Donc, on utilise pour mettre les enfants dans le protocole. Donc, déjà, il y a la similarité dans ce sens. Mais la prise en charge, le grand problème de la prise en charge dans nos localités, c'est quoi? C'est les problèmes récurrents de rupture d'intrants. Donc, surtout, comme ça a été dit ici, il y a le programme MAM, il y a le programme MASSAPA, donc avec un protocole différent. Et généralement, le programme qui souffre le plus, ça c'est le programme MAM, la prise en charge des malnutris aigus, modérés. Donc, c'est ce programme qui souffre parce qu'on n'a pas d'intrants. Et les alternatives qu'on avait trouvées, voilà, payent moins parce que ça demande l'implication d'une communauté qui est généralement en pauvre. Donc, le protocole simplifié donc, est tout utile à ce niveau parce que c'est le même intrant, c'est-à-dire le plompinate, qui va être utilisé pour prendre en charge et les masses sans complications et les membres également sans complications. Donc, d'ailleurs, bien avant que ce soit intégré dans le protocole national, franchement, quand on avait des difficultés déjà de rupture en intrant MAM, en concertation avec les partenaires, on disait qu'on mettait les enfants sur les plompinettes sur la dose de 1 sachet par jour. On le faisait et ça nous donnait des résultats. Je sais que, bon, sans faire de polémique, il y a une universitaire qui pense que ce n'est pas le cas, mais notre constat en tant que responsable de nutrition du district, et quand nous étions en rupture en intrant MAM, donc on utilisait ces plompinates pour la prise en charge des MAM. Et nous avions des enfants qui sortaient guéris des programmes MAM. Donc tout ça constitue, à mon avis, une opportunité donc, pour l'efficience du système, parce qu'il ne faudrait pas oublier le coût. Et également parce que avec avec la mise des enfants dans le programme sur la base du rapport poids-taille, je vais dire l'ancien protocole. Donc, un enfant de 7 kg, par exemple, doit recevoir à peu près 3 sachets de plompinate par jour. Vous multipliez ça par 7, vous multipliez ça par 30, donc par 4. Donc, ça fait à peu près un carton de plompinate pour que l'enfant puisse sortir, etc. Mais avec les 2 sachets, ce qui est le protocole du Mali dit, avec les 2 sachets de plompinate par jour,
jusqu'à ce que l'enfant atteigne le stade MAM et on lui donne un sachet par jour. Donc, ça rend efficient énormément le programme, ça amoindrit énormément le coût. Donc, voici un peu mon expérience. Moi, personnellement, je n'ai pas eu à l'implémenter dans les districts parce que je ne sais pas si c'est malheureux ou pas. Après 2023, j'ai été nommé directeur dans un hôpital, ce qui a fait que j'ai pris de la distance un peu avec la prise en charge. Voilà, donc globalement, c'est ce que je peux dire par rapport au protocole simplifié. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Et là, à nouveau, beaucoup de références sur la possibilité de réduire les quantités d'ATPE. Mais là, à nouveau, ce dont le docteur nous a parlé, c'est que dans les villages éloignés, dans les zones de conflit, c'est différent. Donc, il faut effectuer des tests pilotes. Mais on voit de bons résultats, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est très positif. Ce que j'aimerais faire, c'est passer à une autre question. Et je vais associer, combiner les deux prochaines questions. Je voudrais vous parler des défis clés auxquels vous étiez confrontés. Les défis sur une base normale ou les défis pour améliorer les choses. Donc, docteur Rodrigue, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quels sont les défis clés auxquels vous étiez confrontés et les obstacles à l'amélioration? OK. Merci beaucoup pour cette question très intéressante, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouveaux protocoles, de nouvelles approches sans défi. Et avant de parler des défis, permettez-moi de revenir un peu déjà sur comment est-ce que nous avons implémenté ce programme. Et c'est de là que les défis ont été mis en relief. En fait. Alors, comme je le disais, c'est toujours bon d'entendre des gens du ministère parler un peu des constats, parler donc de ce qu'ils ont eu à expérimenter sur le terrain et qui ont conduit à l'adoption ou bien l'appropriation des protocoles simplifiés. Donc, on est parti, comme je le disais dans mon intervention initiale, d'un constat. C'est un constat opérationnel qui s'est transformé en question. Et des questions, on a émis des hypothèses qui stipulent que faire d'une autre manière va accroître en tout cas l'efficience de programme. Donc, il fallait tester ces hypothèses-là, vraiment parce que c'est des questions de santé. On travaille sur des humains, on est dans la médecine. Il faut tester ces hypothèses et avoir des preuves assez solides qui vont amener à approprier, à défendre ces approches-là pour que les uns et les autres, les entités, la communauté, le ministère de la Santé, les organisations puissent l'approprier, comme Madame l'a souligné. Alors, pour Alima, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un premier temps, il fallait discuter, travailler avec des scientifiques pour voir comment dimensionner ce type d'approche. Dans un second temps, quand on a trouvé en fait cette réponse, il fallait aller maintenant vers les ministères, parce qu'après tout, c'est eux qui mettent en place les programmes sur le terrain. Il fallait aller vers les ministères et expliquer avec des preuves à l'appui, avec des idées claires, comment est-ce que nous sommes partis des hypothèses, comment est-ce que nous allons implémenter ces activités-là, ces approches-là sur le terrain. Donc, une fois que les ministères ont compris, la base maintenant, c'est la communauté. Parce que la communauté doit comprendre ce que nous voulons faire. Elles sont habituées à expérimenter d'autres programmes. Elles sont habituées à des anciennes manières de prise en charge. Donc, il fallait partir vers les communautés, leur expliquer, leur faire comprendre un peu ce que nous voulons faire et voir si elles acceptent en fait cette approche-là. Et force est de constater que les communautés ont adhéré, même si on a eu quelques difficultés par endroits au début. Les communautés ont adhéré et nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de ce programme. C'est le cas, par exemple, du Niger, c'est le cas de la RDC. Et en passant même, je voudrais saluer pour nous, en tout cas à Lima, le Pronanut au Congo, donc l'agence de nutrition au Congo, qui a accepté mettre en œuvre, nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme-là. Beaucoup de choses ont été réalisées ensemble avec eux. Alors, on a donc, dans un premier temps, mis en place un essai clinique, comme Madame l'a dit aussi, en RDC, lequel essai clinique nous a permis
d'avoir en tout cas des arguments. Lequel essai clinique nous a permis de voir que l'approche proposée, l'approche simplifiée, optimale qui est proposée, n'était pas inférieure au protocole standard, était aussi efficace, notamment si on compare les enfants malnutris aiguës sévères qui sont pris en charge avec l'un ou l'autre des protocoles. Donc le protocole Optima et le protocole standard. Et à partir de là, on a vu également que c'est rentable. Optima était beaucoup plus rentable que le protocole standard. Ce qui nous a amené à faire un autre essai clinique qui est en cours d'analyse aujourd'hui et qu'on attend les résultats. Donc, ces signaux, ces faisceaux de signaux positifs nous ont amenés maintenant à collaborer avec plusieurs pays pour tester. Donc, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Tchad, c'est le cas d'autres programmes en RDC, c'est le cas également d'autres programmes qu'on a ouverts au Niger et qui nous ont permis de rassembler pas mal d'éléments aujourd'hui qui nous montrent quand même à suffisance, voilà, on va pas discuter dans le débat, nous montrent à suffisance que ce sont des approches qu'on peut valablement implémenter. Et en termes de difficultés, si je vais répondre maintenant à la question, en termes de difficultés, comme je le disais, c'est des questions qui nécessitent un gros défi, voilà, de preuves scientifiques qui peuvent encadrer la mise en œuvre de ces approches-là. Donc, le challenge, c'est d'abord arriver à collaborer avec des institutions scientifiques. C'est le cas pour Alima, donc de INSERM, avec qui on a beaucoup travaillé sur le terrain, aussi bien au niveau international que sur les différents terrains. Il faut également arriver, comme je le disais, à collaborer avec les ministères. Et monsieur a cité un peu les critères donc, mis en relief par plusieurs pays pour mettre en œuvre ces protocoles simplifiés. Il en a cité deux. Il y en a plusieurs encore. Par exemple, au Burkina, au Niger, on vous parlera de, vu qu'on est dans des zones à haut défi sécuritaire, une proportion de centres de santé non fonctionnels ou fermés permet en tout cas d'activer ce protocole simplifié. C'est aussi le cas, par exemple, dans d'autres pays où on analyse un peu les récoltes précédentes pour savoir si est-ce que la communauté a une quand même suffisance alimentaire. Sinon, on peut activer également ces protocoles simplifiés. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de critères. Donc, arriver à collaborer avec les différentes instances du ministère de la Santé, surtout, pour pouvoir mettre en place ces approches-là. L'autre défi, c'est d'arriver à parler le même langage. Le même langage, on en a parlé un peu dans le premier panel. C'est le cas, par exemple, avec IRC, on a beaucoup collaboré sur le terrain, avec UNICEF, avec MSF, où il fallait vraiment accorder nos violons, parler le même langage afin d'aboutir à un plaidoyer conséquent qui va faire changer les choses. Et le gros défi, c'est communautaire. C'est communautaire parce que, je vais caricaturer un peu, si vous prenez une mère au Niger qui a l'habitude de recevoir 14 sachets de PPN pour son enfant jusqu'en 2020 et qui se retrouve maintenant à recevoir pour le même enfant ou bien un autre enfant 7 sachets de PPN. Il y a un mécontentement. Mais au fur et à mesure qu'on explique, puisqu'on fait, c'est vraiment le socle, la communauté, c'est le socle de la réussite de ces approches-là. Tant qu'on ne travaille pas avec la communauté et pour la communauté, on ne peut pas arriver à le faire convenablement. Donc, la communauté, aujourd'hui, en tout cas pour les endroits où nous avons implémenté ces approches, peut facilement expliquer l'approche simplifiée, puisque une communauté où il y a un enfant malnutri, un seul enfant dans le temps qui arrive seulement à recevoir le traitement, contre aujourd'hui 4 enfants ou 5 enfants, qu'ils soient modérés ou pas, sévères ou modérés, arrivent à recevoir le traitement. Les communautés comprennent ça bien et nous accompagnent dans ces approches-là. Donc voilà un peu les défis qu'on a eu à expérimenter, mais quand même qui sont prometteurs et qui nous permettent de travailler sans beaucoup de problèmes. Thank you, Rodrigue. Again, it's talking about this communication. Merci, Rodrigue. C'est important de parler de la facilité de compréhension de ce qui se passe. Et tout ce temps investi pour expliquer finit par porter ses fruits. Laetitia, est-ce que vous voulez nous raconter aussi les défis que vous avez eu à relever? Sans vouloir répéter ce que Dr. Rodrigue a dit, on a
voilà, on a aussi voilà, piloté, donc mis en place des pilotes opérationnels dans différents pays, comme en Centrafrique, au Mali, pour tester l'acceptance dans les communautés. Je vais un petit peu parler de l'exemple du Mali, mais plutôt au nord, au district de Nara, où IRC a mis en place, a supporté la mise en place du protocole simplifié à l'échelle du district, avec l'appui du ministère malien et l'appui d'UNICEF pour les interventions nutritionnelles. Donc, le protocole Compass a été mis en place dans les centres de santé et pour augmenter la couverture, l'objectif était d'atteindre donc d'être au plus proche des communautés, donc avec la prise en charge par les agents de santé nutritionnelle, et c'est là où IRC voit la valeur ajoutée du Compass, c'est par rapport à la prise en charge par des agents avec des taux d'alphabétisation plus bas. Notre défi, et on a vu tout de suite qu'en fait, il fallait impliquer les communautés dans cela par rapport au transport, par rapport au stockage, en termes de durabilité et puis de redevabilité également. Un autre challenge qui est, voilà, on veut augmenter la couverture. Donc, le protocole Compass recommande de prendre en charge les SAM et les MAM ensemble. Et on sait que voilà, le coût du traitement par enfant est réduit, mais voilà, le coût total, en fait, revient plus cher et ça fait peur. Ça fait peur au ministère, ça fait peur à juste cause. Donc ça, c'est un des challenges qu'il faut prendre en compte. Et voilà, on a discuté du financement des RUTF, mais c'est peut-être une des étapes pour s'assurer de plus de couverture et de prévenir peut-être des enfants de devenir malnutris sévères. Un autre des challenges que l'on constate en ce moment, particulièrement encore plus avec la réduction des financements, avec les pénuries d'intrants qui sont anticipées, qui sont déjà annoncées et déjà présentes dans certains contextes, c'est que on a besoin d'options sûres, coût efficaces, mais en assurant les apports nutritionnels des enfants. Donc, c'est pas au détriment, en fait, c'est pas une réduction, mais c'est vraiment une optimisation que l'on doit faire et s'assurer qu'en fait, les enfants reçoivent leur dose et donc certaines simplifications ont besoin d'être combinées. Pour le dosage, on en a parlé, et puis par rapport à la prise en charge avec les critères d'admission au bébé, il ne faut pas se limiter aux enfants à un bébé à 115. On a vu pendant l'épidémie du Covid-19 que ça pouvait être très détrimental pour certains enfants. Il faut couvrir jusqu'à 125 pour être sûr d'avoir une couverture et de couvrir tous les enfants malnutris sévères. Voilà pour les challenges, quelques solutions. Excellent, thank you. And again, you brought up something that Oui, merci beaucoup. Vous évoquez quelque chose qui peut être une source de controverse, c'est-à-dire que vous avez une meilleure couverture. C'est vrai que ça peut, si on attend trop, ça va renchérir le coût, mais si on agit plus précocement, ça va permettre de réduire le coût. Docteur Diarra, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose à propos de ces défis, de ces problèmes rencontrés au décours de la mise en œuvre de ces programmes? Tout à fait. Ok, effectivement, par rapport aux défis, je vois déjà pour un manager du système de santé ou un manager de la nutrition, le défi qui est là, c'est plutôt financier. Si je dis financier, quand on voit l'approche, déjà, ce qui soit à l'œil, c'est son efficience. Parce que la consommation d'intrants à travers la prise en charge des patients, cette consommation est très élevée. Donc, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le défi est fondamentalement scientifique. Parce que la prise en charge, il y a plusieurs aspects concernant la prise en charge. Du point de vue efficience, on en a parlé du point de vue efficacité. Par rapport à ce qui a été dit, si les résultats sont les mêmes, maintenant, il y a d'autres aspects de la prise en charge, tels que, par exemple, la consolidation. Quand vous prenez l'ancienne manière de faire, on va dire comme cela,
après la sortie du patient du programme MAS. Donc, il continue à fréquenter le programme MAM pour recevoir les intrants, etc. Donc, peut-être que cet aspect aussi doit être étudié si la prise en charge sur la base du protocole simplifié donc, permet de couvrir cet aspect, donc à rendre encore le programme plus efficient. Maintenant, pour ce qui concerne le protocole national, c'est-à-dire notre référence de la prise en charge au Mali, puisque ce protocole autorise l'approche simplifiée, le défi peut-être aujourd'hui, si on doit porter à échelle, c'est de toujours collecter le maximum de données factuelles pour soutenir l'approche, un. Deuxièmement, de former suffisamment de personnes, ça veut dire d'implémenter dans d'autres districts sanitaires et impliquer des agents de santé communautaire. Parce que dans nos villages, il y a ce qu'on appelle des agents de santé communautaire qui font également la prise en charge de la malnutrition aiguë, modérée et aiguë sévère sans complications. Ceux-ci aussi ont une tâche importante. Donc, est-ce que avec le protocole simplifié, ceux-ci pourront être efficaces, etc. Donc, il va falloir les former. Donc, pour moi, c'est les deux éléments. Du point de vue finance, il y a un défi et du point de vue scientifique également, il y a un défi à combler. Merci. Absolutely. Thank you very much. That was, again, more angle. Merci beaucoup. Le coût d'élargissement du programme, évidemment, ça a un coût, tout cela, mais au long cours, si c'est efficace, il y aura des retombées positives. Évidemment, l'implication des agents de santé communautaire, tout à fait essentielle. Donc, merci pour cette intervention. Aminata, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter justement sur cette question des défis dans la mise en œuvre de ces programmes? Oui, pour Bon, nous, les j'espère défis, c'est que la connexion nous permet d'être entendus par Aminata. Je peux? Aminata, est-ce que vous avez Voilà. entendu la question? Oui, oui, j'ai bien entendu. Pour nous, les défis, vous savez, quand on est dans la prise en charge, quand il s'agit de cas de mention aiguë sévère, tout quand c'est compliqué, les familles se déplacent pour aller aux structures de santé. Mais ça, c'est des coûts. S'il s'agit de ménages vulnérables, s'il s'agit de zones enclavées, quand la famille accompagne ou la maman accompagne un enfant qui est malnutri aigu sévère, durant sa phase de hospitalisation, les autres enfants qui sont laissés à la maison tomber dans la malnutrition. Donc, pour le défi, c'est rapprocher tous les services des communautés pour que les mamans puissent assurer le traitement régulièrement, respecter les rendez-vous, mais aussi prendre soin des autres enfants qui dépendent d'elles. L'autre élément, c'est que j'ai parlé du coût en termes de protection sociale. Je pense que le volet protection sociale doit être intégré dans toutes nos stratégies. Parce que c'est un élément très déterminant pour nous, en tout cas pour le cas du Sénégal. Le volet protection sociale est très, très, très déterminant dans la prévention, dans la prise en charge de la malnutrition. L'autre élément, c'est que je pense que lors du premier panel, j'ai entendu dire il faut de plus en plus qu'on essaie de voir comment, c'est vrai, en termes si on prend l'aspect commercial, économique, peut-être que ce n'est pas rentable pour le secteur privé qui produit les aliments thérapeutiques. Mais je pense que plus on rapproche la production en tout cas au niveau du pays, moins ça va coûter. Je pense que ça, c'est des défis que nous avons en termes de protection sociale, en termes de proximité des services pour la prise en charge. L'autre défi, c'est un défi de redevabilité, en fait. C'est-à-dire, on veut, si je prends notre exemple, nous voulons responsabiliser les communautés, les collectivités territoriales. Mais derrière, il faudrait qu'on ait un mécanisme de suivi fiable
mais adapté au contexte aussi. Ce n'est pas un contexte administratif. Donc ça, c'est vraiment des défis que nous avons. Bien sûr, je pense que le défi financier, tout le monde en a parlé. Donc, c'est ça les quelques défis que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Thank you, Aminata. Oh, great panel. Merci, Aminata. Et c'est fantastique parce que chacun jette un éclairage différent. Donc, on a évoqué le coût pour la famille. Évidemment, il faut que ce soit aussi d'un rapport coût-efficacité correct pour les récipiendaires, les bénéficiaires de cette aide. Et tout doit être vu et adapté au contexte. Ça, c'est merci beaucoup, Aminata, pour cette contribution. Alors, comme on est un petit peu juste en temps, on va maintenant prendre les questions de la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser aux membres de notre table ronde. On va prendre une ou deux questions de la salle ici, puis ensuite on prendra les questions qui sont posées en ligne. Merci beaucoup, parce que c'est une discussion vraiment qui est très éclairante. Et je suis convaincue que l'optimisation et la simplification et l'amélioration du coût-efficacité sont essentielles. Mais dans ce contexte commercial où on peut penser qu'on ne doit pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, et je comprends bien que le Compass et l'Optima jouent un rôle, et je voudrais justement souligner l'utilisation du même produit pour deux protocoles. Alors, avant même les problèmes de coupe budgétaire dus à l'USAID, est-ce que parier sur le même produit, à la fois pour la masse et pour la MAM, est-ce que ça n'expose pas les enfants à un risque de pénurie? Parce que si ça arrivait, cette pénurie d'ATPE, on se retrouverait avec beaucoup plus d'enfants qui seront à risque, alors que si on pariait sur deux produits différents, ça permettrait de se protéger. Et le RUSF est plus facile à utiliser en termes de production locale. C'est plus facile d'augmenter la production parce que la TPE répond à un codex alimentaire et à des exigences de l'OMS plus strictes. Donc voilà, je voudrais bien que vous évoquiez les risques de déstabilisation de la chaîne d'approvisionnement et des intrants. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? C'est vraiment une très bonne question, mais je vais répondre en prenant le dernier bout de la question, en fait. Jusqu'à présent, ou je dirais dans un passé récent, on avait les deux aliments. On avait l'ATPE, l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi. On avait l'ASPE, l'aliment de supplémentation prêt à l'emploi, qui est utilisé pour les modérés. Mais le constat est resté inchangé. Là où nous avons un programme de malnutrition aiguë sévère qui marche bien que mal, mais avec des ruptures intermittentes. On a vu les ruptures l'année dernière. Et un programme donc MAM avec les ASPE qui, sur 1 sur 5, ne fonctionne pas en fait. Alors, donc ces deux approvisionnements existaient déjà et ça existe toujours, si je ne m'abuse, bien sûr. Et là où nous devons nous revenir à l'évidence, la production d'un seul aliment thérapeutique dans un seul circuit pour prendre en charge les deux types, sinon même, je dirais, la malnutrition aiguë tout simplement, sera beaucoup plus bénéfique, en tout cas selon moi, que d'avoir des chaînes d'approvisionnement, des chaînes d'abord de fabrication, d'approvisionnement et aussi d'utilisation différentes. Donc la simplification est à tous ces trois niveaux.
Maintenant, ce qu'on a l'habitude de remarquer sur le terrain, et là, je vais parler vraiment en langage très bas, c'est qu'on arrive au constat où on fait le médecin après la mort, en fait. C'est-à-dire que les enfants que vous évitez dans le programme MAS, je vais parler des modérés, dans le programme MAS, qui ne sont pas pris en charge parce que le programme MAM est dysfonctionnel, vont forcément devenir des masses. On parle des contextes où aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de prévention, d'autosuffisance alimentaire, mais c'est des contextes de conflits, c'est des contextes de guerre. Pour Alima, nous sommes à 83% de nos pays d'intervention dans des zones à haut défi sécuritaire, dans des zones excusez-moi du thème, IPC, donc des zones où les familles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, c'est des zones vraiment d'urgence où les cas modérés deviendront forcément des cas sévères. Donc, pour moi, il faut développer ces approches simplifiées. Il faut développer une alimentation unique, une supplémentation unique pour les deux cas et pouvoir en tout cas gagner la simplification, aussi bien au niveau de la fabrication, de l'approvisionnement que de l'utilisation. Je voudrais dire un mot par rapport à ça. Oui. Okay. Merci beaucoup pour la question. Et en fait, la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a plus de MAM que de masses, généralement. Donc, vous allez trouver que les MAM doublent souvent le nombre des masses. Donc, une fois que vous n'avez pas les intrants MAM, comme il l'a dit, quand ces enfants ne sont pas pris en charge, sûrement, ils vont devenir des masses. Maintenant, est-ce qu'en mettant tout le monde, tous les enfants, sur le plumpinate, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture? Oui, c'est une possibilité, mais sauf qu'il faut prendre en compte la quantité, le dosage, la quantité de plumpinate à distribuer aux enfants dans le cadre du protocole simplifié. Ce n'est pas la même chose. Avec l'ancien protocole, comme je le disais, je me souviens surtout de cela, les enfants de 7 kilos, on leur donne 3 sachets par jour. Vous multipliez ça par 7, ça fait 21 sachets, donc multiplié par 4. Maintenant, pour un enfant, ce même enfant, avec le protocole simplifié, c'est juste 2, selon le protocole du Mali, c'est 2 sachets par jour, ce qui fait les 14. Voilà, donc sûrement, ça c'est inférieur par rapport à l'ancienne formule. Donc il y a cet aspect, mais de toutes les manières, je suis d'accord avec vous, il va falloir vérifier, donc dégager peut-être la différence et faire une idée pour qu'on ne tombe pas en essayant de prendre tout le monde, d'étendre la couverture, qu'on tombe dans les stations de rupture. Merci. Je vais ajouter aussi, si c'est possible. J'entends tout à fait la question. C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au codex, les RUSF et l'RUF, il y a très peu de différence au niveau de la composition. Par contre, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, même si c'est en train de transitionner, c'est que les RUTF sont financés par l'UNICEF et les RUSF sont financés par le PAM. Donc, en fait, de joindre les forces pourrait en fait éviter les problèmes de rupture plus globalement. Et c'est ce qui est en train, en fait, le nouveau guideline de l'OMS arrive avec une proposition qui est entre les deux, de traiter les enfants MAM à haut risque avec les RUTF et dans les contextes humanitaires, tous les enfants MAM. Donc voilà, c'est une partie de la solution. Il y a un plan d'implémentation de l'UNICEF et du PAM là-dessus. On a encore besoin de voir comment ça va évoluer. La définition de MAM à haut risque, elle a besoin d'être clairement définie par contexte et d'être simple dans l'implémentation. Et c'est peut-être là où est le challenge aujourd'hui. Merci. Donc, il y a quelques questions en ligne. Une explication très rapide entre Optima et Compass. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? On a besoin que vous nous expliquiez les différences principales entre Compass et Optima. Merci. Oui, alors je ne suis pas experte en Optima, mais la différence, elle est surtout sur, Dr. Odek, contredisez-moi si c'est faux, elle est surtout sur le calcul du dosage,
du produit thérapeutique, où le Compass se base sur le PB et donc donne en fait très simplement 2 sachets par jour par enfant quand l'enfant est malnutri sévère, jusqu'à un PB à 115 et un sachet par jour jusqu'à la complète guérison. Tandis que l'Optima, il base le dosage sur le poids de l'enfant. C'est bien ça, la principale différence. Oui, ouais, c'est presque ça hein, pour Optima. Mais la différence n'est pas énorme. Hein. C'est tous des approches simplifiées euh, dans un lot d'approches simplifiées. Il y a plusieurs approches simplifiées. Et comme je venais de le dire, Optima, c'est une combinaison de plusieurs approches simplifiées aussi pour Compass. Effectivement, Compass, comme Madame l'a souligné, la réduction du dosage est basée sur le PB. Donc, c'est tu es rouge, tu es jaune. Donc, tu as un sachet quand tu es jaune et tu as 2 sachets quand tu es rouge. Pour Optima, la réduction du dosage est basée sur l'évolution du PB. Donc, PB inférieur à 115 mm, entre 115, donc supérieur ou égal à 115 mm et inférieur à 120, et au-delà, donc jusqu'à 124 mm. Et maintenant, le poids, donc c'est triangulaire avec le poids. Donc, en fonction de l'évolution du PB et le poids que l'enfant a, on lui attribue maintenant le dosage d'intrants thérapeutiques dont il a besoin. Donc, c'est là la différence. Mais sinon, en termes d'identification des enfants, en termes de suivi, en termes de simplification, c'est des programmes qui sont pratiquement similaires. Il n'y a que sur le dosage que la différence se situe. Et je dirais, sur le dosage, même en quantité, pour les mêmes enfants, dans les mêmes intervalles de mesure de PB, la différence n'est pas énorme. C'est ça. Ok, merci beaucoup, Jivir de la Croix-Rouge française. Merci pour toutes ces explications. Bon, moi, au tout début, j'avais assisté quand c'était lancé ces approches simplifiées. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas trop de consensus parmi les acteurs de la nutrition, mais on voit bien que les positions ont suffisamment évolué, ce qui est une très bonne chose. Mais aussi avec le contexte actuel de coupes de financement, avec les pénuries généralisées d'intrants, c'est assez pertinent. Voilà. Maintenant, de ce que je comprends, les pays qui ont expérimenté cette approche, que ce soit au Mali ou en RDC ou au Niger, ils sont en train de réviser leur protocole national de prise en charge pour pouvoir intégrer cela dans le protocole. Donc, ça, c'est la première question que je voudrais clarifier. Maintenant, dans un deuxième temps, c'est de savoir est-ce qu'il y a des études additionnelles qui sont prévues, par exemple, pour un peu évaluer les risques, par exemple, des rechutes chez cette catégorie d'enfants qui sont pris en charge dans le cadre du protocole simplifié. Maintenant, en dernière partie, c'est au niveau des CAMAM, parce que là, de plus en plus, on encourage les approches communautaires avec des intrants locaux pour prendre en charge les CAMAM pour une question de durabilité et d'efficience. Donc, je ne sais pas maintenant comment il faut faire les liens avec la prise en charge à base des ATPE pour les enfants, MAM notamment. Hein. Je ne parle pas des MAM à haut risque, comme vous l'avez expliqué, ça c'est un autre cas. Mais les MAM qui sont dans la communauté de façon continue et permanente, il est de plus en plus recommandé d'aller vers les intrants locaux, les farines enrichies, pour pouvoir les prendre en charge parce que c'est plus durable, parce que c'est plus économique et parce que c'est aussi plus climato-intelligent. Merci beaucoup. Ok, très bien. C'est vraiment de très bonnes questions. Hein? Toutes 3 questions toutes, intéressantes. Et je vais commencer par la dernière, parce que ça fait suite à ce que je venais de dire là. Effectivement, rien ne remplace la prévention. Donc, partout où nous implémentons aussi bien les programmes standards que les approches simplifiées, on doit parler de la prévention. Et la prévention, effectivement, c'est la santé, c'est la vaccination, c'est d'arriver à promouvoir l'alimentation locale, les articles au niveau local. Mais dites-nous aujourd'hui dans la salle ici, dans tous les endroits où nous intervenons, les endroits où nous avons des programmes de nutrition,
ou est-ce qu'on peut vraiment parler d'autosuffisance, de promotion des aliments locaux, ou est-ce que les familles, en fait, peuvent trouver, en fait, ces aliments-là? Je pense que dans plus de 80% des contextes, en tout cas pour nous à Lima, ces contextes ne sont pas favorables. Il faut aider d'une manière ou d'une autre les familles à prendre en charge ces enfants-là. Donc, je dirais oui, tant qu'on peut, on doit vraiment mettre l'accent sur la prévention, promouvoir les aliments locaux et dire aux familles donc d'accompagner les enfants valablement dans la nutrition. Mais la réalité est tout autre. Et vous le savez. Je pense que tous les opérationnels qui sont sur le terrain ici le savent également. Concernant la question sur les recherches supplémentaires, oui, clairement, il y a plusieurs recherches supplémentaires, notamment, vous avez dit, sur les rechutes, mais aussi sur les non-répondants. Ce n'est pas tous les enfants qui répondent, en fait, aux approches simplifiées. Donc, il faut ces études supplémentaires qui vont certainement consolider donc, les évidences et trouver, en tout cas, des stratégies complémentaires pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là qui subsistent encore dans les approches simplifiées. La troisième question, j'ai un peu oublié. L'intégration du... Exactement, l'intégration. L'intégration aujourd'hui, sur base des critères qu'on a cités, je pense qu'on a parlé de la sécurité, on a parlé des ruptures intermittentes, et c'est l'un des grands critères d'appropriation des mises en œuvre de ces approches simplifiées. Donc, les zones où on est en rupture, les pays où on a des ruptures continues, les zones où plus de 50% des structures sanitaires sont fermées. Je pense au nord du Burkina Faso. Je pense à la région de Tillabéri, des zones, en tout cas, à haut défi sécuritaire au Niger, au Mali. Je pense à Bandiagara, je pense dans le secteur de Niono. C'est des zones où aujourd'hui, on n'a pas le choix en fait, d'implémenter ces approches simplifiées. Et les ministères nous accompagnent dans ça. Si on prend le processus d'appropriation de ces approches, je pense que nous avons une discussion, nous avons des débats très transparents avec les ministères de la Santé, avec les différents pays. Les pays suivent effectivement les orientations de l'OMS, suivent les discussions qui se font au niveau des clusters de nutrition, mais également au niveau des directions de nutrition. Nous avons des discussions très transparentes et pour la plupart, ils sont d'accord avec nous, pour la plupart, et il y a des mécanismes donc, continus d'analyse et d'appropriation. C'est le cas, par exemple, du Burkina Faso, c'est le cas récemment donc, du Mali, qui, comme monsieur le disait, a adopté le protocole. Donc, c'est un plaidoyer, c'est une discussion en continu, et je pense que nous sommes sur la bonne voie donc, de faire approprier ou bien d'appropriation de ce protocole par les différents pays. Je ne sais pas si je peux faire une spécification pour le cas du Mali. Le protocole simplifié fait désormais partie de l'arsenal voilà, contre la malnutrition au Mali. Voilà. Pour le Mali, c'est déjà dans le protocole. Ce n'est pas en cours de révision. Merci. Peut-être par rapport aux rechutes, il y a eu des études de fait sur les rechutes dans le Compass et je pense dans l'Optima aussi. La définition de rechute, en fait, a varié aussi. Dans le Compass, c'était 4 mois. Je vais peut-être faire référence à la dernière étude du ACF au Niger, en fait, qui a montré qu'il était sur jusqu'à 6 mois. En fait, il y a des taux de rechute qui sont assez importants, mais indifféremment sur un protocole standard ou un protocole simplifié avec une réduction des doses. Donc, certainement qu'il y a d'autres recherches qui ont besoin d'être faites. Aujourd'hui, il n'y a aucune recherche qui montre que le protocole simplifié amène plus de rechutes, mais effectivement, l'OMS, dans son nouveau guideline, recommande et accepte les approches simplifiées sur une courte durée dans des contextes spécifiques et des situations d'urgence. L'OMS n'accepte dans sa revue que les essais randomisés contrôlés. Toutes les études sur les pilotes opérationnels ne font pas partie des évidences qui sont revues. Donc voilà, c'est là où peut-être il faudrait continuer, faire un essai randomisé contrôlé, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc voilà. Juste pour compléter, vous vous rappelez de la période de Covid? Inévitablement, on a mis le protocole simplifié dans tous les pays. Donc, je veux dire qu'on va forcément évoluer inévitablement avec les contextes que nous avons aujourd'hui vers l'appropriation
protocole. Dans des pays où on est à plus de 90% de zones à haut défi sécuritaire, où les programmes sont implémentés, inévitablement, on va les implémenter. Et juste donner l'exemple de l'année dernière, où l'approvisionnement a été un réel challenge, je le disais dans le premier panel. Donc, on était en rupture continue et ce sont les autorités même qui sont venues vers nous pour appliquer la réduction de la dose par enfant. Je pense au Tchad, je pense au Niger, où on n'avait pas vraiment le choix d'implémenter ces approches simplifiées. Donc, inévitablement, on va évoluer vers ces appropriations. Voilà, merci. Thank you. We could keep talking. Merci. On a dit beaucoup de choses. Il y a le contexte, avoir un arsenal d'outils, vous en avez parlé. Il faut essayer de refermer le fossé. Et il y a des preuves qui nous démontrent qu'il faudrait faire plus. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous donner un message clé, chacun d'entre vous? Est-ce qu'on peut commencer avec Aminata, peut-être? Aminata, est-ce que vous avez un message clé que vous voudriez transmettre au groupe ici? Maybe not. Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il y a besoin qu'on ait plus de partage d'expérience pour pouvoir voir ce qui a été discuté. C'est vrai, on a essayé PB Maman avec Aliment. On a expérimenté, on a implémenté. Je pense qu'il y a besoin qu'on ait plus de cadres de partage d'expérience entre les pays pour voir ceux qui ont fait le traitement allégé, simplifié, comment ça se passe. Parce que nous, en fait, on a un peu vécu, même avec le Plum Pisup, on ne voudrait pas que d'autres personnes qui ne sont pas malnutries y touchent. Et c'était la même chose pour le Plum Peanut. On n'avait pas voulu que ces de persécution modérée commencent à manger, à utiliser, à consommer le Plum Peanut pour éviter par rapport à l'utilisation des produits. Donc, c'est la raison pour laquelle je dirais que ce serait bien qu'il y ait des partages d'expérience. Ce n'est pas nécessaire certainement que les gens se retrouvent, mais qu'il y ait des plateformes où on pourrait partager toutes ces bonnes expériences-là. Comment le Mali a vécu un sachet sur deux sachets par jour. Tout ça, on aimerait bien partager ces expériences-là pour voir nous aussi. On commence petit à petit avec la concept pour gagner du temps et ne pas commettre les mêmes erreurs. Je vous remercie. Thank you. Yes. Merci, oui, le partage, c'est très important. Et Laetitia? Je pense qu'avec avec la réduction des financements, avec la situation actuelle, il est crucial de maintenir la continuité des soins dans les zones les plus à risque, avec des protocoles qui sont sûrs, qui sont efficaces et de qualité. Je dirais que c'est ça mon message et ça fait pas, c'est aussi le rôle des ONG de travailler dessus. Merci. Oui, je rejoins le message de Madame. Il faut qu'on continue de travailler avec pour seul objectif d'accroître l'efficience des programmes, d'arriver à prendre les enfants souffrant de malnutrition aiguë, sans différence aucune, en charge assez tôt, afin d'impacter positivement la mortalité liée à la malnutrition. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer la mortalité liée à la malnutrition comme une fatalité. On doit dépasser cela. Et c'est important. Et pour cela, nous devons arriver à fédérer les actions, à parler le même langage et à converger vers le même plaidoyer. Donc moi, c'est mon message de fin. Merci. D'accord. Moi, je vais dire tout simplement que l'homme doit vivre avec son temps. Nous devrons adapter vraiment nos actions en fonction du contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est la réfaction des fonds, du financement. Et au regard des besoins que nous avons pour la prise en charge, il nous faut réinventer
Donc, beaucoup de choses pour que vraiment nous puissions atteindre les objectifs. C'est ce que je voulais dire. Merci. Thank you. Merci. Donc, de très bons messages pendant ces temps difficiles. Il nous reste 1 minute et je vais donner la parole à Mesfin pour ses remarques de conclusion. Anne for moderating. Merci beaucoup, Anne, pour avoir animé cette table ronde et merci aussi aux membres de la table ronde. Je crois qu'on peut les applaudir. So, yeah, we have heard, many versions of Alors, on nous a donné plusieurs versions de protocoles simplifiés, mais finalement, au bout du compte, le message est très simple. Il faut essayer d'atteindre autant d'enfants que possible avec ce traitement. La question clé, c'est de savoir comment est-ce qu'on améliore la couverture. Voilà, nous avons des outils efficaces entre nos mains pour atteindre ces enfants. On a parlé de l'ampleur du problème au début. C'est vrai que on peut. Il nous faut transformer le système. On ne peut pas se contenter simplement d'innovation. L'OMS a fourni de nouvelles directrices, mais il nous semble que les recommandations de l'OMS ne vont pas assez loin pour permettre la simplification et la mise à l'échelle. Donc, il faut pouvoir faire le traitement sur une base communautaire. Est-ce qu'on peut utiliser uniquement le périmètre brachial pour le diagnostic et le dosage? Et qu'en est-il aussi des maires qui ont la responsabilité de la détection? Donc, les points clés de la simplification, de l'efficacité, de la rentabilité, du coût-efficacité des traitements, tout cela, ce sont des facteurs tout à fait cruciaux, certes, mais on doit aussi s'interroger sur les endroits où ça n'est pas adapté. Cela dit, il faut que ça fasse partie de l'arsenal thérapeutique et il me semble que le principal défi, c'est qu'on n'a pas de ligne directrice et de recommandations claires nationales dans les pays. On essaye tous d'atteindre le même objectif, mais finalement, on prend des voies différentes. Et il faut donc des recommandations claires qui soient inscrites dans le protocole national, ainsi que dans les guides, les directrices, les lignes directrices nationales. Nous, évidemment, en tant qu'agence, nous devons inviter le ministère de la Santé à appliquer. Le ministère de la Santé, pour sa part, doit créer le cadre réglementaire, législatif, etc., pour qu'on n'ait pas à négocier au coup par coup. C'est ça la réalité pour l'instant. Et il faut la dépasser, cette réalité. D'autre part, il faut aussi s'assurer que le N4 Growth, le N4G, soit véritablement l'objet d'un engagement de la part des pays. Combien sont-ils à véritablement soutenir cela de manière active? Je crois qu'il faut qu'on se fasse entendre encore plus fort. Nous avons cet outil entre les mains. Servons-en nous. Merci.